Elle est en très mauvais état parce elle a un certain nombre d'années. Elle a été raccommodée, rafistolée probablement par son propriétaire. Donc il y a des lanières de lianes, bambous. Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle, c'est une prothèse de bois, de métal, de polyester et divers matériaux de récupération. Une jambe évoquant à la fois un pirate et un robot de fortune. Le pied en bois est si usé qu'il suggère un moignon. Une lanière de cuir permet d'attacher l'appareil à la taille parce que c'est lourd, une prothèse ainsi bricolée. Plus de 5 kilos. Celle-ci a été conçue en 1996 en Angola. C'est une prothèse dite fémorale, c'est-à-dire que c'est une prothèse extérieure qui est censée remplacer une jambe qui aurait été amputée au niveau de la cuisse. C'est donc un objet assez volumineux, fait donc on appelle d'une emboîture, là où on va mettre le moignon de la cuisse à l'intérieur, et tout le reste c'est une articulation de genou et un pied qui est placé au bout d'une jambe. La majeure partie de la prothèse est faite de bois et je pense un petit peu de résine. Donc c'est très possible que la partie supérieure a été en fait importée. À l'époque, je sais qu'on essayait de recycler les prothèses qui étaient fabriquées dans les pays riches. Et donc, dans les pays affectés par le conflit, on réutilisait les emboîtures qui étaient envoyées. Ce n'était pas le cas au CICR, mais dans beaucoup d'organisations, on faisait ça. Je m'appelle François Friedel, je suis le coordinateur des programmes de réadaptation physique du CICR. Il y a 30 ans, le CICR officiait avec des matériaux locaux, essentiellement du bois et du cuir, qui devaient être de suffisamment bonne qualité pour résister à une utilisation quotidienne et de longue durée. Les prothèses étaient lourdes, onéreuses, et lorsqu'il n'y avait pas d'atelier de fabrication du CICR, d'ONG ou d'autres organisations, les gens se débrouillaient comme ils peuvent. Ils faisaient des prothèses avec des bouts de bois qu'ils attachaient à leurs jambes coupées, ou j'ai même vu ça au Cambodge notamment. Les gens utilisaient les fourreaux d'obus pour pouvoir faire des prothèses. Donc les gens étaient très inventifs. Maintenant, ça restait des jambes de bois. Donc au niveau fonctionnalité, c'était pas tout à fait ça. Ça permettait aux gens de se déplacer, mais ça ne leur permettait pas de travailler d'une façon autonome dans les champs, reprendre une vie professionnelle, pouvoir avoir une activité sociale, etc. La jambe de bois a perduré longtemps. Et avec elle le développement de pathologies secondaires comme des maux de dos ou des problèmes de bassin. Il a fallu 2 guerres mondiales et des avancées techniques pour que l'appareillage se perfectionne et que des métiers apparaissent autour de lui, prothésistes, physiothérapeutes. Après la Première Guerre mondiale, il a fallu notamment prendre en charge un nombre d'amputés très très important, la guerre du Vietnam, etc. Et c'est ces guerres-là, malheureusement, mais qui ont développé le secteur de la prise en charge des amputés notamment. Et donc l'appareillage prothétique a fait un bond en avant énorme pendant le XXe siècle. Mais c'est vrai que l'appareillage de qualité était réservé aux pays riches. Voilà. L'Europe, les États-Unis, certains pays d'Asie pouvaient se permettre d'appareiller leur population et de les appareiller avec une autre technologie. Dans tous les autres pays, l'accès à l'appareillage est relativement récent et le développement quand même de l'action humanitaire a été décisif pour rendre accessible, et on est encore loin de ce qu'il faudrait faire pour couvrir tous les besoins, et notamment dans les pays en guerre, pour couvrir les besoins de ces populations. Les besoins en effet sont énormes, démultipliés par l'utilisation à grande échelle des mines antipersonnelles. Peu chères à produire, elles sont notamment disséminées pour protéger les frontières de pays en conflit. Tom Potokar, chirurgien-chef du CICR, évoque leurs ravages. Ça reste dans la terre pour des années. Et donc on voit toujours les gens dans les pays où ils avaient la guerre avant, soit en Bosnie, en Cambodge, en Afghanistan par exemple. Toujours maintenant. Les gens qui travaillent dans les champs, etc., qui juste malheureusement ont mis leurs pieds sur un mine comme ça. Donc ça prend beaucoup de temps d'enlever toutes ces mines. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est assez petit, peut-être 8 cm par 4 cm. C'est pas grand-chose. L'extérieur, c'est en plastique. Il a la forme un peu d'un papillon, et c'est très léger. Ça pèse plusieurs grammes. Ça explose après une certaine tension. Donc en fait, c'est possible de prendre ça avec la main et ça ne va pas exploser. Mais peut-être tu donnes un autre et il va mettre la main et ça va pas exploser. Mais le troisième, ça va exploser.
ou si tu mets tout le poids sur cette petite mine, ça va exploser. On voit beaucoup les blessures comme ça. Si quelqu'un met le pied dedans, par exemple, ça va arracher le pied. Et puis, le jambe, il est amputé au niveau de cheville, par exemple. Et puis même après, parce qu'avec l'explosion, il y a toute la terre, etc., qui va dans la jambe et beaucoup plus haut, vers le genou presque. Donc souvent, il faut quand même faire une amputation, soit le genou ou même plus haut que ça. Le CICR, avec la campagne internationale pour interdire les mines, de nombreuses ONG et le soutien de Lady Diana, s'engagent donc sans relâche contre l'utilisation de ces mines. Je suis allée en Angola cette année, en janvier, avec la Croix-Rouge britannique, un pays où se trouvent 15 millions de mines antipersonnelles, pour une population, mesdames, messieurs, de 10 millions de personnes. J'ai le désir de porter cette lutte, malheureusement négligée, à l'attention du monde. Au-delà du désastre évoqué par Lady Di, le discours que nous avons martelé et qui a fini par faire mouche, m'a expliqué Farhad Ahmed, conseiller juridique au CICR, était celui de l'inefficacité de telles armes, puisque 90% des victimes étaient des civils et des enfants. Qui voudrait d'une arme qui ne touche sa cible qu'une fois sur 10 ? En 1997, la Convention d'Ottawa prône une interdiction des mines antipersonnelles. Elle est aujourd'hui ratifiée par 162 États, mais les mines enfouies dans le sol ressurgissent régulièrement et font des milliers de victimes chaque année. Au fil des conflits et de leurs terribles conséquences, le CICR cherche à améliorer la qualité des prothèses, tout en les rendant plus accessibles. L'organisation sollicite des entreprises pour produire des appareillages meilleur marché. On n'a pas eu beaucoup de réponses. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de marché. Il n'y avait pas de marché. Il y avait des besoins énormes, mais il n'y avait personne pour les payer. Et quand il n'y a personne pour les payer, il n'y a pas de marché. Donc le CICR a pris les devants. Et puis, ça ne s'est pas fait en une journée. On a créé notre propre technologie. Alors ça a été révolutionnaire. C'était l'innovation avant l'époque de l'innovation. Et j'en suis très très fier, et tous mes collègues en sont très très fiers. Créer en moins de 10 ans une technologie qui a été reconnue dans le monde entier comme la meilleure alternative à toutes les technologies high-tech, qui a été primée par différents prix et qui aujourd'hui est même certifiée label CE. Elle a pour nom Rehab Impulse. Et aujourd'hui, on essaye de la rendre disponible, même d'une façon commerciale, auprès de tous les pays où ils n'ont pas les moyens de se payer de l'appareillage high-tech. Rien qu'au CICR, on appareille à peu près 300 000 personnes par an. Alors évidemment, une personne appareillée doit être réappareillée tous les 3-4 ans, mais on a appareillé plus d'1 ou 2 millions de personnes depuis qu'on a développé cette technologie. Cette technologie, imaginée par le prothésiste du CICR Job Gerels, a de révolutionnaire qu'elle utilise le polypropylène pour l'intégralité de la prothèse et pas seulement l'emboîture. C'est le plastique des chaises de jardin, solide, recyclable et bon marché. Une prothèse sous le genou coûte environ $100 en matière première et le double pour une jambe entière, mais elle ne dispose ni de genoux hydrauliques, ni de microprocesseurs, ni de pieds articulés, contrairement aux accessoires les plus high-tech. Elle est extrêmement légère et cela compte infiniment car soulever et déplacer une jambe artificielle demande beaucoup plus d'efforts. Nous sommes loin de notre prothèse angolaise. Une grande partie de la fabrication se déroule en Suisse. On a une centralisation des composants et de la matière première qu'on centralise à Genève pour pouvoir le distribuer dans le monde entier. Après ça, tous les appareils sont faits sur le terrain, sur mesure, parce qu'il faut que les gens puissent avoir un appareillage qui correspond exactement à leurs besoins. On travaille actuellement dans 42 pays, soit affectés par la guerre, soit affectés par la violence. Une vingtaine de pays en Afrique, une dizaine en Asie, 6 pays en Amérique latine, au Moyen-Orient bien entendu, où il y a énormément de conflits, et dans les pays entre l'Asie et l'Europe. Le CICR propose également des prothèses des membres supérieurs, des attelles, des aides à la marche ou encore des fauteuils roulants et équipe bien au-delà des seules victimes de conflits armés. Dans chacun des pays, l'organisation collabore avec des centres de rééducation, des physiothérapeutes et des équipes de travail social afin de favoriser l'intégration des bénéficiaires en situation de handicap. Dans le prochain épisode, ce podcast vous emmènera à la rencontre de l'un des objets les plus surprenants de la collection du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Si, vous verrez. À très vite.